10 septembre 2023, le rappeur mexicain Peso Pluma se tient devant une foule de 100 000 personnes pour rendre hommage au célèbre baron de la drogue, El Chapo. Cela n'a pas plu au cartel Nouvelle Génération de Jalisco, et ce qu'il l'a fait ensuite entra Peso Pluma à jamais. Voici 5 fois où des rappeurs se sont frottés au mauvais cartel. Numéro 5. Peso Pluma. La mégastar mexicaine Peso Pluma était sur scène lors du festival de musique qui s'est déroulé pendant 2 jours dans la capitale du pays. Cependant, pendant sa prestation, il a tendu le micro vers la foule de Mexico, estimée à 100 000 personnes qui chantaient à l'unisson les initiales JGL. Il s'agissait d'une référence à Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. L'hommage de Pluma au baron de la drogue incarcéré El Chapo n'avait peut-être pas de signification particulière pour lui, mais pour le cartel Nouvelle Génération de Jalisco, il résonnait profondément et ils ont décidé de mener des représailles. 15 juin 1999, Pluma, de son vrai nom Hassan Emilio Caban de Layra, est né dans la municipalité de Zapopan, dans l'état de Jalisco au Mexique. Faudrait pas oublier que l'état de Jalisco est le siège du cartel Jalisco New Generation CJNG. Mais contrairement à d'autres adolescents de son âge, Peso Pluma n'avait pas été impliqué avec les cartels, du moins pas encore. Il a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 15 ans en regardant des vidéos sur YouTube. Plus tard, il a commencé à écrire des chansons dans un journal intime. Il s'est inspiré des œuvres de Chalino Sanchez et d'Ariel Camacho, deux chanteurs de narco corridos qui racontent des histoires sur le trafic de drogue mexicain. S'il y a une chose que vous devez savoir sur le genre musical des narco corridos, c'est que ces chanteurs deviennent souvent la cible de barons de la drogue très en vue, en particulier lorsqu'un artiste glorifie leurs ennemis. Mais étant né dans un environnement de violence, Peso n'était pas prêt à se laisser piéger au milieu de l'animosité. Il a donc trouvé son propre chemin et a fait une percée majeure à travers les frontières du Mexique en juillet 2022. Genesis, son 3e album studio, a fait son entrée dans le classement Billboard des albums tout genres confondus à la 3e place, la meilleure position jamais atteinte pour un album de musique régionale mexicaine, tout en obtenant des milliards de streams sur Spotify. Impressionnant, non? Ouais, mais en même temps, Peso Pluma a encensé El Chapo dans quelques chansons et cela lui a valu beaucoup d'ennuis. Dans la chanson Siempre Pendientes, qui se traduit par Toujours prête en français, Pluma chante à la première personne la vie d'un membre du cartel de Sinaloa qui garde El Chapo. Cela n'a pas plu au CJNG, qui a estimé que Pluma utilisait son ascension rapide dans l'industrie musicale pour encenser son rival numéro 1. Ils ont donc décidé d'envoyer un avertissement. 12 septembre 2023, 4 banderoles ont été placées sur des ponts de la ville de Tijuana, avertissant Peso Pluma d'annuler son prochain concert dans la ville le 14 octobre. Les banderoles précisent que s'il ne le fait pas, ce sera son dernier en raison de ses propos irrespectueux. Toutes les banderoles étaient signées par le CJNG, ce qui indiquait que le message venait d'eux. À l'époque, Peso Pluma se trouvait aux États-Unis pour répéter en vue de sa prestation au MTV Video Music Awards le jour suivant. Mais pour être honnête, Peso Pluma n'est pas le premier artiste à chanter sur El Chapo. Alors qu'est-ce qui fait de lui un ennemi du CJNG? Pour commencer, Peso Pluma est l'un des plus grands artistes mexicain du moment. Il a plus de 11 millions de followers sur Instagram et ses chansons sont désormais les préférées des Américains et du monde occidental. D'autre part, Tijuana a été un lieu de conflit majeur pour les cartels. La ville proche de la frontière et ses zones voisines sont des territoires disputés depuis longtemps et sont souvent appelés plaza lorsque l'on parle des cartels criminels qui les contrôlent au Mexique. Les guerres modernes de la drogue dans la ville ont commencé à la fin des années 1980 et 1990 lorsque le cartel de Guadalajara s'est scindé, donnant naissance à des groupes dirigés par El Chapo et Ismael El Mayo Zambada dans Sinaloa et par la famille Arellano Félix à Tijuana. Au fil des ans, le pouvoir à Tijuana a évolué entre les différentes factions issues de ces groupes initiaux. Plus récemment, d'autres groupes criminels se sont installés dans la région, le CJNG étant l'un des plus importants. Pour replacer les choses dans leur contexte, Tijuana affiche régulièrement l'un des taux d'homicide les plus élevés du pays. Les différentes organisations criminelles continuent à se disputer le contrôle de la région. Cela signifie simplement que Peso Pluma, en organisant un concert dans cette ville, tout en rendant hommage à El Chapo et au cartel de Sinaloa dans ses chansons, s'apprête le pouvoir du CJNG dans la ville. En outre, Peso Pluma est originaire de Jalisco, d'où le CJNG tire son nom. Il pense donc probablement que c'est le nom El Mencho qui devrait être sur les lèvres de Peso et non El Chapo. Cependant, Peso Pluma a refusé d'expliquer pourquoi il honore El Chapo et le cartel de Sinaloa dans ses chansons. Il l'a même raccroché au nez d'un journaliste du LA Times qui lui avait posé la question. Finalement, Peso Pluma et son
son équipe ont dû annuler le concert de Tijuana pour assurer sa sécurité. Nous avons vu les exécutions du CJNG. Ces types ne bluffent pas lorsqu'ils profèrent de telles menaces. Plus tôt, en 2023, un groupe de narco-corrido de l'état de Sinaloa appelé Grupo Arriesgado se trouvait dans un centre commercial de Tijuana pour signer des autographes avant un concert prévu lorsque des hommes armés ont tiré des coups de feu près de la foule. Une banderole signée par le cartel de Jalisco a été laissée sur les lieux, avertissant le groupe de quitter la ville ou d'en subir les conséquences. En fin de compte, Peso Pluma ne sera pas le premier et certainement pas le dernier à recevoir un tel avertissement de la part d'un cartel extrêmement dangereux. Maintenant, la question est de savoir quelles sont les chances que le CJNG n'orchestre pas une attaque contre lui s'il se produit dans un autre état mexicain. Numéro 4. Chalino Sanchez. C'est ainsi que l'emblématique Chalino Sanchez a lu l'avis de décès qui lui a été remis lors de sa dernière prestation au Mexique. Il essuie la sueur sur son front et regarde autour de lui, effrayé par la suite. Chalino n'était évidemment pas un rappeur, mais un chanteur et une icône musicale au Mexique. Cependant, son genre de musique et sa vie jusqu'à sa mort sont de loin l'une des histoires les plus terrifiantes que vous entendrez aujourd'hui. Le 30 août 1960, Chalino est né à Sinaloa, au Mexique. Il venait d'un milieu très pauvre et vivait avec ses deux parents, ses 7 frères et sa sœur. C'était aussi un enfant renégat qui faisait beaucoup de bêtises pour survivre. En 1975, alors que Chalino n'avait que 15 ans, sa sœur a été kidnappée, violée, puis renvoyée chez elle nue par plusieurs hommes. Chalino s'est juré de venger sa sœur. Il sait qu'un homme de la région, El Chapo Pérez, est l'un des responsables. 4 ans plus tard, l'occasion de se venger s'est présentée. Il était à une fête lorsqu'il l'a vu Pérez. Armé d'un pistolet, il s'est approché de Pérez et lui a tiré dessus à bout portant, mettant instantanément fin à ses jours. Une fusillade éclate et Chalino parvient à s'échapper. Cependant, certains hommes de Pérez ayant vu son visage, il n'a pas pu rentrer chez lui. Chalino s'est enfui de Sinaloa cette nuit-là, mais au matin, les problèmes qui allaient conduire à sa mort ont commencé. Il s'est installé à Tijuana où il a aidé des Mexicains à passer aux États-Unis. Finalement, Chalino est lui-même passé aux États-Unis et s'est installé à Los Angeles où il a vendu de petites quantités de marijuana et de cocaïne avec l'un de ses frères. Cependant, au moment où il est retourné au Mexique, son frère a été tué, il a été arrêté et emprisonné pendant environ 18 mois. Mais écoutez bien, car c'est à ce moment-là que Chalino a commencé à écrire des chansons de narco-corrido encensant la vie des trafiquants de drogue. Controversé, oui, mais à l'époque, aucun autre artiste ne le faisait, ce qui a rendu Chalino très célèbre. Une fois sorti de prison, il est retourné à Los Angeles. Il a engagé un groupe pour enregistrer sa musique et ses produits dans des salles pleines à craquer dans toute la ville. En 1989, Chalino a enregistré ses 15 premières chansons et a révolutionné la scène musicale à Los Angeles et au Mexique. Il gagnait des millions de dollars et donnait des concerts dans tout le Mexique. Mais un concert en particulier a fait comprendre à Chalino que ses jours étaient peut-être comptés. Le 25 janvier 1992, Chalino Sanchez se produit au restaurant et à la boîte de nuit Plaza Los Arcos, dans la ville désertique de Coachella. Alors qu'il prenait des demandes de chansons du public, un homme nommé Eduardo Gallegos s'est monté sur scène pour faire une demande. Dès qu'il est monté sur scène, il a sorti son pistolet et a tiré 4 fois sur Chalino. Chalino, à son tour, a sorti son pistolet et a riposté. Chalino a reçu une balle au niveau de l'aisselle, mais il l'a survécu. Mais à partir de ce moment-là, il a su que tout spectacle qu'il ferait ensuite pourrait être son dernier. À la suite de l'incident de Coachella, Chalino a vendu les droits de sa musique à une maison de disques et a utilisé l'argent pour payer une maison à sa femme et à ses 2 enfants. Pour compléter le paiement de la maison et laisser à sa famille une fortune au cas où il lui arriverait quelque chose, Chalino a accepté de se produire dans la redoutable ville de Culiacán. Si vous ne le savez pas encore, Culiacán est le siège du cartel de Sinaloa. Il contrôle tous les coins et toutes les rues. Chalino sait qu'il est dangereux de se produire dans cette ville avec son style de musique. Cependant, il était prêt à entrer dans le ventre de la bête à condition que sa famille soit en sécurité. Malheureusement, il n'a pas survécu. 15 mai 1992. Malgré les avertissements de sa famille et de ses amis, et même les menaces de mort, Chalino se produit au salon Bougainvillias à Culiacán.
américaine. Et dans ce qui semble être du déjà-vu, un fan se ferait un chemin jusqu'à l'avant-scène pour demander une chanson à Chalino. Mais à voir son visage, ce n'était pas une demande, c'était un message l'informant que sa prestation serait la dernière. La peur se lit sur le visage de Chalino au moment où il lit la note. Malgré tout, il a continué à chanter. Après le spectacle, il est parti avec 2 frères, un cousin et plusieurs jeunes femmes. Sur le chemin du retour, ils ont été interpellés par des hommes armés à bord de Chevrolet prétendant être de la police. L'un des hommes a montré son badge et a dit à Chalino « Mon commandante a besoin de toi ». Chalino et ses frères ont essayé d'offrir de l'argent aux hommes car il n'était pas rare que la police mexicaine accepte des pots de vin. Chalino s'est rendu aux hommes et ils sont partis avec lui. 12 heures plus tard, 2 fermiers tombent sur un homme dans un fossé avec des marques de corde autour des poignets et 2 coups de feu à l'arrière de la tête. Il s'agit de Chalino Sanchez, mais qui l'a tué. Une enquête a été menée mais rien n'a filtré. La corruption massive qui règne au Mexique a probablement joué un rôle dans ce mystère non résolu, mais selon les sources proches, il y a 3 suspects principaux à tenir pour responsables. Tout d'abord, les associés d'El Chapo Pérez qui cherchent à se venger d'un ancien meurtre qui avait contraint Chalino à fuir le Mexique. Deuxièmement, Edward Gallegos, l'individu qui a tiré sur Chalino à Coachella. Enfin, il y a le cartel de Sinaloa. Il est probable que les 2 hommes que je viens de mentionner avaient des liens avec le cartel et ont organisé sa mort, mais ce n'est pas confirmé. De plus, comme Chalino était commissionné par des membres du cartel, il était possible que le cartel de Sinaloa ait vu en Chalino un outil pour d'autres cartels et qu'il l'ait éliminé. Numéro 3, Monsieur Yossi Locote. 19 avril 2018. Le corps du rappeur mexicain de 42 ans, Monsieur Yossi Locote, a été jeté dans un terrain vague de la ville de Guadalajara, dans l'ouest du pays. Un tournevis a été planté dans sa poitrine avec une note du cartel qui a orchestré sa mort, le CJNG. Et c'est assez drôle quand on pense que ce type a eu des ennuis avec ce cartel extrêmement dangereux sans même être mexicain. Il était un ressortissant américain né le 20 janvier 1976 à Bakersfield, en Californie. Cependant, au fil du temps, Monsieur Yossi Locote s'est trouvé dans la ville de Guadalajara, au Mexique, où il a rejoint un gang de rue et s'est mis à faire du rap. Je suis sûr que mes amis mexicains présents ici connaissent ces 2 chansons emblématiques, Balazos et Esto es en serio. Ce sont également ces chansons qui l'ont fait connaître comme l'un des plus grands rappeurs du pays. Il était un gangster dans le milieu. Il parlait de ses expériences dans la rue, mais d'une manière très honnête, un peu comme la version mexicaine de Snoop Dogg, et je dis ça dans le bon sens du terme. Mais la plus grande erreur de Locote a été de s'associer à l'un des plus grands ennemis de la CJNG, et non, ce n'était pas El Chapo ou le cartel de Sinaloa, c'était le criminel endurci et baron de la drogue, El Cholo. Avant d'ajouter quoi que ce soit, je voudrais que vous compreniez bien quelque chose. Les gangs de rue mexicains, la mafia et les cartels opèrent tous dans des coins différents du monde criminel. Ils peuvent avoir 1 ou 2 relations ensemble, mais ce sont des entités distinctes qui ne se croisent pratiquement jamais. Cependant, lorsqu'elles le font, les choses s'enveniment et des gens meurent. Et c'est exactement comme ça que Monsieur Yossi Locote s'est fait tuer. Il était membre de gang de rue de Los Angeles, Florence 13, et ils ont les mains souillées par la poudre blanche issue du trafic de drogue et par le sang des centaines de meurtres qu'ils ont perpétrés. Bien que ce gang soit originaire de Los Angeles, la section mexicaine a été créée après que les États-Unis ont lancé l'opération Joker's Wild, qui a permis d'expulser des centaines de membres de ce gang vers le Mexique et d'en inculper beaucoup plus sur la base de charges fédérales. Monsieur Yossi était un membre important de Florence 13, bien qu'il soit une star du hip-hop. Il s'est allié à un autre groupe, les Sureños, un gang de Californie du Sud lié à la mafia mexicaine. Ils arborent des bandanas bleus associés aux gangs Sureños et ont adopté ce que l'on appelle le code vestimentaire Cholo, qui implique d'avoir le crâne rasé et de porter des t-shirts amples. Cependant, comme je l'ai expliqué, les cartels ne se préoccupent pas nécessairement des affaires de gangs de rue, mais après que le label de rap américain Círculo Asesino a signé Monsieur Yossi Locote et qu'il a sorti son premier album en 2012
bande-annonce intitulée 13 Hood Rules, les choses ont commencé à s'envenimer. Les Florence 13 se sont battus pour gagner plus de territoire à Guadalajara, mais en même temps, les CJNG étaient relativement nouveaux dans la ville. Ils sont à l'origine de massacres, d'embuscades mortelles contre les forces de sécurité et d'une attaque aux lance-roquettes contre plusieurs hélicoptères militaires. Mais la seule chose que les CJNG ont fait pour calmer la tempête a été d'enlever Monsieur Yossi Locote. 17 avril 2018, 2 jours avant que son corps sans vie ne soit retrouvé, Monsieur Yossi Locote a été enlevé dans un marché local de Guadalajara. Son enlèvement a été orchestré par le CJNG et même si je déteste le dire, il s'agissait d'une manœuvre très calculée de la part du cartel. Il savait que l'une des principales raisons de la montée soudaine des gangs de rue dans la ville était l'influence de Monsieur Yossi Locote dans la région. S'il disparaissait, les associés n'auraient plus personne à admirer, ce qui leur permettrait d'arriver plus facilement et de balayer le gang. Cependant, dans le style typique de CJNG, ils ne se sont pas contentés de lui tirer une balle dans la tête, ils l'ont maintenu au sol pendant qu'ils le poignardaient impitoyablement à l'aide d'un tournevis. Aussi douloureux que cela ait pu être, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont laissé un mot, comme ils le font toujours, mais celui-ci disait « La même chose se produira pour tous ceux qui continuent d'encourager El Cholo ». Alors que les fans réclamaient justice, personne n'a été inculpé pour ce meurtre. Et bien que la mort de Monsieur Yossi Locote ait suscité l'intérêt des médias nationaux, ce n'était rien comparé à la tempête d'attention mondiale qui s'est déclenchée la semaine suivante avec l'arrestation d'un autre rappeur nommé QBA. Numéro 2, QBA. Une règle d'or que tous les membres du CJNG sont obligés de suivre est de ne jamais, et je dis bien jamais, moucharder sur les affaires de l'organisation. 22 avril 2018. QBA a indirectement mis une énorme cible sur son dos en faisant fi de cette règle d'or, après avoir divulgué des informations classifiées aux autorités mexicaines sur certaines de ses affaires et transactions avec le cartel. Vous voyez, Christian Palma, 24 ans, connu sous le nom de QBA, était un rappeur célèbre aux yeux du public, mais derrière les portes closes, il n'était rien plus que la marionnette d'El Mencho. Lui et Monsieur Yossi Locote, dont nous avons parlé plus tôt, étaient les pionniers du rap malandro ou gangster rap qui, à mon avis, est une bande sonore utilisée pour la guerre de la drogue dans le pays. Il avait une chaîne YouTube avec plus de 200 000 abonnés et des millions de vues. Par ailleurs, ses vidéos ne correspondaient pas vraiment à ce que l'on attendrait d'un artiste du grand public. Elles étaient principalement tournées dans les quartiers pauvres de Guadalajara, la capitale de l'état de Jalisco, et mettait en scène des jeunes brandissant des armes à feu et strogans. Certaines de ses paroles parlaient de meurtres et des différents massacres perpétrés par le cartel, marquant les premiers pas de QBA dans les mauvais livres du CJNG. Le 19 mars 2018, 3 étudiants en cinéma, Javier Salomón, Daniel Diaz et Marco Ábalos, ont été enlevés dans la ville de Tonalá, dans l'ouest de l'état de Jalisco. Ces 3 étudiants faisaient des vidéos dans un ranch appartenant à la CJNG, ce qui a conduit QBA et 2 autres membres de la CJNG à les prendre pour des membres d'un cartel rival. Après l'annonce de la disparition de ces 3 étudiants, la nation entière s'est indignée. C'était le Mexique contre le CJNG. Pendant ce temps, dans le camp du cartel, QBA et ses hommes pensaient toujours que ces gars étaient des membres rivaux du cartel. Ils ont torturé l'un d'entre eux, Javier Salomón, jusqu'à ce qu'il meure. Dès que cela s'est produit, ils n'ont eu d'autre choix que de tuer les 2 autres. Dans un scénario normal, ce gars aurait déposé les corps dans une rue au hasard, mais voyant à quel point les Mexicains s'étaient indignés de l'affaire, ils ont décidé de faire fondre les corps dans de l'acide sulfurique et QBA était l'homme qu'il fallait pour ce travail. QBA était payé environ 150 $ par semaine par le CJNG pour faire fondre les cadavres dans de l'acide. Et je sais ce que vous vous dites, s'il était rappeur, n'était-il pas censé gagner bien plus d'argent que cela? Eh bien, même si cela semble être le cas vu de l'extérieur, ce n'était pas vraiment le cas. Sa maison de disques lui prélevait une grande partie de ses gains, ne lui laissant que des miettes. On peut donc dire qu'il l'était pratiquement fauché. Mais de toute façon, rien de tout cela n'avait vraiment d'importance. C'est après son arrestation et ses aveux que QBA s'est mis dans le pétrin. Qu'a-t-il dit exactement? Dans ses aveux, QBA a expliqué ses liens avec le CJNG par l'intermédiaire du tristement célèbre gang de rue Infernus 21. Cependant, après la dissolution du gang, il a rejoint le cartel. Dans certaines paroles de ses chansons, il glorifie le cristal meth, le crack et d'autres substances inhalées. C'était sa façon de rendre hommage au CJNG pour sa position de leader sur le marché de la meth au Mexique. Lors de ses aveux, QBA a donné
un compte-rendu complet de la production de moules au CJNG, depuis la contrebande de précurseurs chimiques par les ports maritimes du Mexique jusqu'à la cuisson du produit final. Pourquoi QBA a-t-il fait cela? Ou plutôt, voici une meilleure question. Pourquoi a-t-il révélé toutes ces informations en sachant pertinemment que le CJNG n'hésiterait pas à le tuer? Certains disent que c'est parce qu'ils auraient tué l'un de ses plus proches amis, Luis Sebo Estrada, l'année précédente. Quoi qu'il en soit, QBA aurait dû en savoir plus. L'organisation criminelle CJNG est inarrêtable. Ni le gouvernement mexicain, ni la DEA et encore moins les aveux de QBA ne peuvent ébranler les fondements des opérations du cartel. Il vient de se vendre à des flics qui risquent de le remettre entre les mains du cartel, sauf qu'il avait un autre plan. Après son arrestation et ses prétendus aveux, plusieurs rappeurs ont sorti des morceaux pour lui rendre hommage. Le plus populaire d'entre eux est Free QBA d'Abe Perez, un autre rappeur qui lui-même a été arrêté pour un double meurtre en juillet 2018. QBA est désormais considéré comme le messie du hip-hop au Mexique. Il a donné l'exemple en montrant que ni le cartel ni le gouvernement mexicain ne peuvent lui retirer sa vérité. QBA se trouve actuellement à la prison Puente Grande de Guadalajara, où il risque la peine maximale de 140 ans. Mais est-il vraiment en sécurité derrière les barreaux ou vont-ils orchestrer une attaque de l'intérieur? Je suppose que nous devrons attendre pour le savoir. Numéro 1. Lefty SM. 2 septembre 2023, le célèbre rappeur mexicain Lefty SM est assassiné par 3 hommes armés dans sa maison Jalisco, au Mexique. Certains disent qu'il s'agit d'un vol qui a mal tourné, mais sa femme pense qu'il s'agit d'une attaque planifiée. Que s'est-il passé exactement? Né le 22 avril à San Luis Rio Colorado, au Mexique, Lefty SM est entré tôt dans le monde de la musique. Son surnom Lefty lui a été donné affectueusement par ses amis proches en raison de sa gaucherie. Il a commencé à faire de la musique à l'âge de 16 ans, tout en conservant son travail de mécanicien. Ses premiers travaux présentaient un son hip-hop strict avec des rythmes lents de G-Funk. C'était plutôt cool et il a puisé des influences dans différents genres, créant un style unique et polyvalent qui lui permettait de passer son heurte de mesure débridée à des crooners pleins d'âme. Ce style unique de Lefty SM lui a permis de signer avec le célèbre label Alzada Records. Ce fut un succès retentissant pour lui, mais aussi le début de sa fin. Figure de proue de la scène de rap urbaine mexicaine, Lefty SM a acquis une reconnaissance internationale grâce à sa chaîne YouTube, qui a amassé 2,5 millions de followers après son lancement en 2017. Son premier album, Avión de Papel, sorti en 2019, a également mis en évidence son talent. Il l'a suivi avec le single patriotique Por Mi México, une collaboration avec Santa Fe Clan l'année suivante. Lefty a également collaboré avec des poids lourds du rap tels que Neto Peña, Guerra MX, Mac Dabo, Toser One, Darius et Jambi El Favo. Il était sans doute le plus grand rappeur du Mexique jusqu'à ce que survienne ce tragique incident. Le 2 septembre 2023, Lefty SM et sa femme et sa mari étaient couchés dans leur lit lorsque 3 assaillants armés ont fait irruption et ont tenté de l'expulser de force de son domicile. N'y parvenant pas, ils ont eu recours à la violence, ouvrant le feu et prenant la fuite. Lefty SM a reçu 2 balles, a été transporté d'urgence à l'hôpital mais a succombé à ses blessures vers 1h15 du matin. Sa dernière prestation, la nuit précédente au Teatro Metropolitan de México, reste un souvenir obsédant pour tous ses fans. Alors, qui est responsable? Je vous mentirais si je disais que je suis sûr à 100% que les hommes armés étaient des sicarios du cartel. Mais en même temps, beaucoup suggèrent qu'il s'agit de membres du CJNG puisque Lefty SM vivait dans leur ville. Mais des opinions plus récentes, comme celle de ses amis les plus proches, suggèrent que c'est un certain LOV qui voulait la mort de Lefty. LOV aurait des liens avec le cartel, de sorte que tous les doigts pointent encore vers le CJNG. Mais qu'il sait ou non participer à son assassinat, Lefty SM restera dans les mémoires pour l'héritage qu'il a laissé sur la scène rap mexicaine pour les générations à venir.